Bonjour, on va parler de l'invisible si vous voulez, et on va continuer avec l'anthropologie de l'invisible. Alors l'invisible, il peut se nicher un tout petit peu partout, et c'est un médecin légiste, anthropologue et archéologue, qui va vous expliquer un tout petit peu comment tout ceci se passe. Et puis je prends juste ma casquette comme directeur du département de la recherche ici dans ce musée pour vous remercier d'être présent et d'assister à ces conférences et à ce week-end spécial autour de l'ethnologie. Alors, où se cache l'invisible? Où est-ce qu'on peut le trouver? Moi, je travaille surtout en Afrique subsaharienne, également dans le monde afro-caribéen, et aussi un petit peu en Asie. Et vous allez voir qu'au-delà de la Sibérie avec Charles Stepanov et de l'Asie centrale, eh bien, le merveilleux, les fantômes peuvent apparaître autant sous la forme de ce masquenot, qui est littéralement la figuration d'un fantôme, mais également le merveilleux se cache sous la forme de cette cuillère tordue retrouvée à la croisée d'un chemin en Haïti, c'est-à-dire un espace où le monde des morts et le monde des vivants communiquent, mais également le monde des dieux et le monde des humains. Les deux représentent quelque chose pour nous, anthropologues. Et dans ces quelques 30 minutes qui vont nous réunir, eh bien, je vais essayer de vous montrer comment on passe directement de ce monde des vivants à celui des revenants et des fantômes. Alors, à quoi ressemble un fantôme? Nous, on a tous dans notre imaginaire les fantômes, on va dire, d'Écosse, vous savez, avec ce grand drap blanc qui les recouvre. D'abord, ce n'est pas un drap, ce n'est pas le drap dans lequel vous dormez d'habitude, c'est le drap dans lequel on vous met quand vous êtes mort. C'est un suaire, littéralement. Et les deux petits trous au niveau des yeux et de la bouche, eh ben, ce sont des déchirures. Donc, c'est quand même un drap de mort. Ce drap, on va le retrouver également dans un autre type de peinture qui sont les peintures des yurei. Les yurei sont les fantômes du Japon. Alors, généralement, ce sont des femmes qui sont surreprésentées sous la forme de ces fantômes parce qu'elles ont été abandonnées, laissées mourir de faim par leur époux ou par leur mari ou leur compagnon, parfois assassinées. Enfin, il y a souvent des circonstances de décès qui sont assez brutales, assez difficiles, et elles également sont recouvertes de ce tissu. Ce tissu est donc un suaire funéraire. Leurs cheveux sont défaits, leurs dents sont noircies, et on le voit bien sur ces peintures, comme celle-ci, qui est une peinture de la fin du XIXe siècle. Ces peintures représentent des yurei, et la mort est également figurée par ces petites feuilles qui tombent, qui signifient la mort temporaire au moment de l'automne et du début de l'hiver, mais également la mort tout court, ce qui signifie, par analogie, entre ces feuilles et cette figure, qu'il s'agit bien d'un être décédé. Alors, l'être décédé, il est figuré sur cette peinture, mais c'est plus qu'une simple figuration. Lors d'une soirée aux 100 bougies, vous pouvez animer cette peinture. Je vous donne le modus operandi si vous voulez essayer. Il faut quand même une peinture de yurei, donc il faut quand même un petit investissement de base, on va dire, et puis une croyance, bien évidemment. Donc ces peintures sont quasiment à la même taille que ce que vous voyez présenté ici. 2,50 m de hauteur. Vous voyez qu'elle n'a pas de pied parce qu'elle semble voler, tout simplement. C'est un fantôme, n'oubliez pas. Vous allez étaler 100 bougies devant cette magnifique peinture. Moi, je trouve ça magnifique. C'est pas très feng shui de la mettre chez soi, mais bon, peu importe. Et vous allez mettre 100 bougies. Et ces bougies, vous allez les éteindre les unes après les autres, mais pas n'importe comment. Vous allez raconter une histoire de fantôme. On appelle ça des histoires de renardes, par exemple, des histoires de yurei. Et à la fin d'une histoire, vous soufflez une bougie. Souffler une bougie, ça ne se fait pas normalement. On éteint une bougie avec les doigts ou on met quelque chose dessus pour la priver d'oxygène, mais souffler une bougie, c'est tuer littéralement la vie, tuer le souffle, tuer la lumière. Et donc, que se passe-t-il? Au bout de ces 100 histoires et de ces 100 extinctions, le fantôme va sortir de la toile, et là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Imaginez les trucs les plus scabreux, c'est les hommes. Imaginez les trucs les plus subtils, une bonne discussion philosophique, et là, c'est les filles qui vont réfléchir à ça. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le fantôme, tout vous est permis. Mais attention, faire venir un fantôme, c'est possible, mais le fantôme doit repartir. Et un fantôme ne repart jamais seul. C'est le jeu de la mort. Voilà, parmi ceux qui ont fait cette assemblée des 100 bougies, il y en a souvent un qui ne finit pas vivant à la fin de cette petite soirée. On s'en reparle dans un an. Donc, vous voyez quelques détails avec ses cheveux défaits, ses poings également qui sont des projections de sang au niveau du visage ou au niveau du suaire, et puis cette feuille qui tombe. Alors la mort, elle est très présente dans le Japon sous la forme de ces masquenots. C'est un masque de théâtre comparable à celui que j'ai ici dans les mains. Je précise, il ne vient pas des collections du musée du Quai Branly, car je ne porte pas de gants. Et vous voyez la figuration en fait d'un fantôme. Elle s'appelle Zoona, c'est une jeune femme, mais qui a eu beaucoup d'expériences négatives et qui est morte. Elle a un petit prognatisme, vous voyez, elle a, désolé, terme un peu médical, mais elle a le menton qui part un peu en avant, et puis elle a ce teint blafard, blanchâtre, les dents qui sont peintes en noir, et surtout elle a quelque chose de très particulier, la mort a les prunelles carrées.
Nous avons des prunelles rondes, mais la mort a des prunelles carrées. Et ensuite, en plus, ces prunelles sont toutes petites, de telle sorte que lorsque le fantôme apparaît sur scène dans ce théâtre No, qui est un théâtre très spirituel, qui n'est pas la commedia dell'arte, c'est un théâtre qui est très ritualisé, et bien lorsque le porteur de ce masque avance et chemine, il chemine, je ne vais pas le faire et je ne vais pas porter ce masque, car je n'ai pas cette capacité de le faire, c'est un objet sacré, eh bien il marche vraiment à tout petits pas, imitant, si on peut dire, la démarche d'un fantôme. Et d'ailleurs, il traîne les pieds de cette façon-ci, et on ne voit pas les pieds bouger, on a vraiment l'impression qu'il flotte sur la scène. En outre, les yeux étant tout petits, il est obligé de faire de tout petits pas, sinon il se casse la gueule, tout simplement. Et donc, c'est à la fois une adaptation à ce modèle de masque, la figuration exacte des traits d'un défunt, mais également, quand on compare en fait l'un à côté de l'autre, on a vraiment une visibilité différente entre le visage de la mort et ce que j'espère être le visage de la vie. Donc, si vous assistez à un masque de théâtre No, eh bien vous assistez littéralement à la sortie d'un mort qui, à chaque répétition, demande à bénéficier d'une justice post-mortem, à essayer de récupérer un tout petit peu ce malheur qui lui a été fait. Donc c'est une justice au-delà du temps et de la vie et de la mort. Et vous voyez, quand on incline ce masque à gauche et à droite, puisqu'il est totalement fixe et inerte, eh bien, avec les jeux de lumière, le porteur de masque, l'acteur, arrive à donner une expression à celui-ci. On a quelques masques No dans les collections qui sont présentés périodiquement. Sinon, je vous montrerai celui après et vous verrez comment, en jouant sur l'inclinaison, eh bien, on peut faire un masque tantôt rieur, tantôt moqueur, tantôt triste, tantôt tragique. Donc c'est une infinité dans un seul masque. Alors, changeons complètement de contexte chronoculturel, comme on dit en anthropologie. La mort se niche un peu partout. Vous avez ici une scène où vous êtes en train de vous dire, ils sont en train de passer du bon temps, tous les deux. D'accord ? C'est un objet du musée du Quai Branly qui est présenté au pavillon des sessions au musée du Louvre. En fait, ce à quoi vous êtes en train d'assister ici, c'est à une étreinte surnaturelle. Vous avez l'un des deux partenaires qui, en effet, est en train de faire des choses en dessous de la ceinture, eh bien, ils sont en train de s'étreindre, mais l'un des deux est un fantôme. Lequel, d'après vous ? Souvenez-vous, les fantômes ne touchent pas le sol. Je vous aide un peu. C'est évidemment celui de gauche. Et en fait, c'est un fantôme féminin à gauche, un fantôme masculin à droite. Vous voyez, le fantôme féminin a en plus des petits bracelets au niveau du bras, et elle ne touche pas le sol. Ce n'est pas une posture acrobatique, ce n'est pas un Kamasutra océanien, c'est tout simplement une façon figurative de dire que cet être-là est en train un peu dans l'espace et qu'il flotte. On est ici sur un poteau qui vient des îles Salomon et qui est un poteau éducatif. L'idée est de faire passer le message aux jeunes garçons qui commencent à découvrir un petit peu ce que c'est que la testostérone. Méfiez-vous, jeunes gens, toute relation n'est pas bonne, ne vous jetez pas sur n'importe quelle fille. Derrière les plus belles femmes se cachent des fantômes qui peuvent vous sucer toute votre énergie, vous pomper toute votre force vitale et finir par vous tuer. Donc c'est un peu une sorte d'éducation à la fois morale, bien évidemment, mais également d'avertissement qu'on peut comprendre vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles ou vis-à-vis d'une dangerosité de la vie du quotidien et notamment de la vie de couple. Ok ? Alors, vous avez ici un être surnaturel qui est charmant, au sens baudelairien, vraiment très charmant, mais potentiellement dangereux. Vous en avez d'autres, des êtres surnaturels, comme ce masque Grébeau, qui vient de la population Krou, au Libéria, Côte d'Ivoire. Et vous avez ici un masque dont la légende pourrait être « c'est pour mieux te voir, mon enfant ». Il a 4 yeux de plus que vous, d'accord ? Et encore, je ne vois pas tout le monde, mais j'imagine. Pourquoi ? Parce qu'il voit le présent, l'avenir, le passé. Il voit en plein jour, dans ce qu'on appelle les moments frontières, l'aube et le crépuscule, et en pleine nuit. Il a cette possibilité de démultiplication des sens, tout simplement. Et donc là, on a la figuration d'un être surnaturel. Sur le plateau des collections, tout à l'heure, si vous montez ensuite au musée, vous verrez un autre masque qui a 12 paires d'yeux. C'est pas mal. Donc celui-ci, petit joueur. Vous voyez ici un autre masque, intermédiaire. Là, on est sur 6 paires d'yeux. Donc 12 yeux, évidemment. Il est sur le plateau des collections, celui-ci, dans une des boîtes. Alors, d'autres fantômes apparaissent sous la forme d'un rêve, d'une succession d'accidents, mais pas très graves. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire. Le système cosmogonique de la Côte d'Ivoire, chez la population baoulé, il est, fractal. Quand vous naissez ici sur Terre, vous abandonnez votre femme et vos enfants dans une autre dimension, dans un autre univers parallèle. Et puis,
Quand vous mourrez sur Terre, vous arrivez dans un autre univers, et ainsi de suite, sans commencement ni début. Ça se passe plutôt bien, sauf qu'à un certain moment, votre femme, dans votre autre univers, elle dit « Dis donc, chérie, t'es pas rentré dîner, là les enfants, ils t'attendent, tu leur as pas fait faire les devoirs, ou je sais pas quoi. » Et comment est-ce que ça va se survenir? Comment est-ce qu'on va s'en rendre compte? Eh bien, on va avoir un petit accident, on va se casser la figure, on va avoir une petite maladie, une succession de choses comme ça. Et là, ce sont des signes avant-coureurs. On va voir le devin, le magicien, qui va dire « Oula, c'est ton épouse de l'au-delà qui n'est pas contente. » Et vice-versa, quand ça survient chez une femme, c'est ton époux de l'au-delà qui n'est pas content. C'est plus souvent l'inverse, hein, c'est plutôt une épouse de l'au-delà qu'un époux. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va sculpter une statue qui va ressembler exactement à cette épouse de l'au-delà. L'épouse réelle, terrestre, si je peux dire, va être renvoyée chez ses parents temporairement, une semaine, un mois, un an. Et vous voyez, ça peut d'ailleurs servir, hein, en certains cas, un peu plus voilà, quotidien et moins surnaturel. Et on dit « Ah, c'est mon épouse de l'au-delà, là, je te supporte plus, c'est mon épouse de l'au-delà, donc écoute, va-t'en. » Et bref, au bout d'un certain temps, eh bien, cette statue, elle va être dans la chambre à coucher, on va la garder avec soi, on va la nourrir, on va la dorloter, on va la câliner, on va l'habiller, on va la laver. Je vous passe les détails. On va même dormir et faire des trucs avec. Et à la fin, eh bien, cette femme de l'au-delà, cette épouse, va finir par être contentée et les ennuis vont s'arrêter. À ce moment-là, on ne jette surtout pas la statue. La statue, on la remet toujours dans la chambre à coucher, mais pas dans le lit conjugal. On la met dans un coin et on peut faire revenir son épouse temporairement répudiée. Et là, tout revient comme si de rien n'était. Donc vous en avez ici une qui est sur le plateau des collections, et puis encore deux autres. Vous voyez, avec des détails anatomiques assez importants, on voit les scarifications, on voit un stade de grossesse ou de développement de l'enfance et de l'allaitement différent, et ces détails sont fixés par les rêves qu'a la victime, si on peut dire, le consultant du devin, mais également par le devin lui-même, par l'interrogation des oracles. Alors voici l'équivalent masculin, un blolo blanc, et c'est les blolos blas pour les femmes. Vous voyez, les représenter également avec des scarifications, sa petite barbe, etc., etc. Alors je vous ai parlé de devins. Comment font les devins pour interroger ces époux de l'au-delà, et même pour savoir des choses aussi banales que « est-ce que je reviendrai demain, dimanche 10 au week-end, l'ethnologie va vous surprendre. » Eh bien, pour le savoir, vous allez sur la place centrale et vous allez demander à un devin d'interroger les animaux. Car il fut un temps où les animaux étaient des hommes. Et de ces vies passées, de cette ancienneté, les animaux ont gardé une possibilité de savoir la vérité, une accession au savoir universel. Et on va interroger, dans la population Bamileke, qui est mise en avant dans l'exposition sur la route des chefferies, au Cameroun en ce moment, dans le musée, on va interroger soit des tortues, soit des grosses araignées. Dans la population Dogon, au Mali, on va interroger les renards, le renard du désert. Et puis, chez les Baoulés, on va interroger les souris avec une boîte à oracle. C'est une boîte qui fait une trentaine de centimètres à peu près, avec deux étages. Dans l'étage du haut, qui est ici, il y a un petit trou qui permet d'accéder à l'étage du bas. Donc c'est un duplex pour souris. Dans la partie basse, la souris va dormir, se reposer et faire pipi. C'est pour ça qu'il y a généralement un petit trou en dessous pour éliminer les urines, sinon ça fouette. Et au-dessus, vous avez un étage supérieur où vous allez mettre des objets. Alors le devin, il les met d'une façon bien organisée. Il va mettre des mèches de cheveux, il va mettre des petits morceaux de bois, des morceaux de métal. Nous, ça nous semble un joyeux bordel, mais lui, c'est très organisé. Et puis, il va saupoudrer avec un tout petit peu de farine. Il referme la boîte, la souris, par l'odeur alléchée, monte à l'étage supérieur, mange la farine et défait complètement les choses bien organisées du sorcier. Il réouvre, la souris s'en va tout de suite. Nous, ça nous semble toujours le même joyeux bordel, mais pour lui, de ce désordre, de ce chaos, il va lire un ordre et une information. Les sorciers, dans ce contexte-là, ils ont la possibilité de faire cette vision complètement, de transformer le chaos en ordre et du coup en information. Et il va vous dire, ah oui, alors tu prends pas la route parce qu'au kilomètre 4, tu aurais eu un accident, donc, etc., etc. C'est extrêmement précis. Et donc tout ça se passe sur la route, sur le bord de la route, ou plus souvent au centre d'un marché. Là, les invisibles peuvent être absolument partout. Traversons l'Atlantique avec cette bannière vaudou faite par Myrland Constant en Haïti. Et là, vous avez la figuration d'un dieu, Baron Samedi, tout en haut, habillé super bien, avec son chapeau claque, avec sa redingote. Au-dessus de lui, au-dessus de son épaule gauche, vous voyez une croix noire qui est à l'horizontale, avec une femme qui chevauche cette croix noire et qui rentre dans les nuées. C'est son épouse, Grande Brigitte.
Et Grande Brigitte, elle est un peu comme Harry Potter avec son balai. Elle, pour naviguer dans les airs, c'est pas un balai qu'elle utilise, c'est une croix noire, ce qui lui permet d'aller un tout petit peu partout. Et là, on est dans un moment très particulier qui est la Toussaint pour nous, les Guédés en Haïti, avec cette assemblée, si on peut dire, de personnes qui viennent prier les morts. Et ils sont habillés comme Baron Samedi, avec une belle redingote, des lunettes. Sauf qu'il y a un tout petit détail, c'est que certains des hommes ont relevé leurs pantalons, ou certaines des femmes ont un verre cassé, pour bien montrer qu'ils sont à moitié humains, à moitié vivants. Ils ont un pied dans le monde des vivants et un pied dans le monde des morts. C'est vraiment une façon symbolique de représenter ceci. Donc ça, c'est une bannière, ce qu'on appelle un drapeau vaudou. Alors à quoi ça ressemble une croix de Baron Samedi? C'est comme ça, c'est une croix qui est noircie, non pas par de la peinture, mais par les innombrables sacrifices qui y ont été faits, la fumée des sacrifices, noircie par le sang également des victimes, etc. Alors, toutes ces histoires pourraient vous sembler complètement anecdotiques, complètement extraordinaires et exotiques, un terme que nous n'aimons pas trop en anthropologie, parce qu'il est très condescendant vis-à-vis de ces populations du lointain. En fait, il n'en est rien. D'abord, toutes ces pratiques dont je vous ai parlé existent ici en territoire métropolitain, soit qu'elles ont été incorporées par des voyageurs, soit qu'elles ont été importées par la diaspora de toutes ces communautés qui est venue jusqu'en France, et particulièrement à Paris, région parisienne. Mais également, il y a un autre courant, qui est un courant spiritualiste, qui utilise beaucoup de ces notions, beaucoup de ces moyens d'entrer en contact avec les défunts, avec ce qu'on appelle les esprits. Qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse de la photographie spirit, qu'il s'agisse également des rêves et de l'intermédiaire par non pas un sorcier, non pas un devin, mais ce qu'on appelle un médium. Et c'est ce médium qui joue exactement le même rôle que celui de ces devins, ces féticheurs dont je vous ai parlé. C'est une superposition de deux notions anthropologiques absolument comparables l'une avec l'autre. Et ce sont eux qui jouent ce rôle d'intercesseur entre le monde des vivants, nous, les futurs morts donc, et le monde des morts, cette fois-ci, véritablement, sous la forme d'esprits, de revenants, de fantômes et parfois de créatures un peu plus fabuleuses, des dames blanches, des vampires, des loups-garous, à l'origine de phénomènes comme des poltergeists, etc. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler, vous présenter vraiment ce mouvement de va-et-vient et cet enrichissement, je trouve, de notre culture occidentale par toutes ces cultures venant du lointain, ce qui est vraiment la spécificité de ce musée. Je vous remercie. Oui. Micro. Pas de souci. Merci beaucoup. J'aurais une question. Si on prend par exemple le cas de ces statues qui représentent le partenaire de l'au-delà d'une personne, le fait que par exemple on en ait une qui soit au Quai Branly, est-ce que ça a une incidence sur la vie de la personne actuelle par rapport à sa compagne dans l'au-delà? Question totalement pertinente, merci. Non, ces statues, quand l'époux meurt, ou quand l'épouse meurt, et donc, vous avez compris, dans la cosmogonie, passe dans une autre dimension, ou alors, si jamais elle se convertit à un christianisme, à un islam ou à une autre religion, elle abandonne la statue. Alors, il y a plusieurs moyens de l'abandonner, soit la vendre, littéralement, donc elle passe dans une autre main, elle prend un autre propriétaire, donc elle est littéralement désacralisée. Autre possibilité, c'est s'en défaire en l'abandonnant dans la forêt, sur un espace sacré, ou en la jetant dans l'eau, etc. Et donc à ce moment-là, évidemment, ça peut être récupéré. Ces statues, elles ont été acquises il y a bien longtemps, en l'occurrence, et vraisemblablement, elles avaient déjà été désacralisées. Voilà. Mais elles ne sont pas faites à l'avance. On ne fait pas ce modèle-là à l'avance, qu'on peut acheter sur un marché pour ensuite y rattacher une personne. C'est vraiment la démarche inverse. Elles sont inspirées par des rêves ou autres. Mais ça ne se vole pas, en l'occurrence. Ça serait particulièrement néfaste pour le voleur, en l'occurrence. Bonjour. Du coup, je suis pas mal intrigué par la cuillère. Ah. Vous avez raison de l'être. Alors, ce genre de maléfice, là, on est dans une pratique qui est magique. Alors, on est dans le vaudou haïtien, qui est une religion à part entière. En marge de toutes les religions, la religion catholique romaine, la religion juive, musulmane, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes, vous les faites toutes. Vous avez des pratiques magiques qui sont donc marginales, mais qui utilisent les codes de la religion à laquelle ils se rapportent. Ça, en fait, c'est pour empêcher quelqu'un de manger. Vous prenez une cuillère, vous faites des sacrifices dessus, donc vous la fétichisez, et vous pourrez venir la voir après tout à l'heure, je ne vais peut-être pas la faire passer.
mais vous pourrez la voir tout à l'heure, et il y a des traces encore de dépôt de matière sacrificielle dessus. Et ensuite, vous la tordez. L'idée étant que la personne à qui vous avez voué cette cuillère ne puisse plus s'alimenter et provoquer chez elle une sorte d'anorexie qui la conduise jusqu'à la mort. Donc ça, c'est plutôt un truc négatif, ça. Et ça, c'est déposé sur le bord d'une route, généralement au niveau d'un croisement. Quand celui qui s'en empare, l'anthropologue de service, pour mieux la comprendre, pour interroger, etc., le sortilège s'en va tout de suite. C'est-à-dire le fait de retirer cet objet, donc là, la personne va mieux, hein. Et comme cet objet a été voué vis-à-vis d'une personne particulière, il n'y a pas de danger magique, si on respecte ses croyances, ce qui est mon cas, pour celui qui la collecte. Surtout s'il fait une désacralisation supplémentaire dessus. Voilà. Il y a une question derrière, et ensuite, ce sera vous, monsieur. Merci. Bonjour, je voulais revenir sur les statues. Je me demandais qui les sculptait. Lesquelles statues? Les statues qui représentaient les partenaires de l'au-delà. D'accord, les partenaires particuliers. Là. Ouais, c'est ça. Et ouais, qui les sculptait? Est-ce que c'était une personne qui avait un statut spécial dans la société? C'était un chaman, un sculpteur? Alors, chaman est un mot qu'on n'utilise pas trop dans ce contexte-là, mais c'est généralement le sorcier, en l'occurrence, qui n'est pas du tout un terme péjoratif, hein, je précise. On peut utiliser le mot de devin si on veut, ou de féticheur. Et le mot féticheur non plus n'est pas condescendant, même si parfois on a ce risque-là. C'est lui, et donc on va en voir un particulier qui a appris, ou qui sait déjà particulièrement bien sculpter. Mais il n'a pas son acolyte sculpteur à côté de lui, ou à nouveau, ça ne s'achète pas dans une galerie particulière ou chez un fabricant particulier. Voilà. C'est un peu comme les forgerons qui sont également dans un autre contexte chronoculturel, les forgerons, donc qui ont déjà l'art de forger, qui en plus ont un caractère pseudo-alchimique, c'est vraiment Mircea Eliade, ou un caractère un peu de devin, de sorcier, de féticheur au sens large du terme. Assez souvent, on a deux capacités, dont une peut être quasiment dénotée d'artistique. Monsieur avait une question, si vous permettez, mademoiselle. Mademoiselle? S'il vous plaît. Vous avez dit en passant tout à l'heure que les animaux avant étaient des humains. Vous Oui. pouvez en dire un peu plus? Avec plaisir, monsieur. Dans certaines cosmogonies, eh bien, on considère que lorsqu'un humain mourait, il ne mourait pas véritablement, mais qu'il se transformait en un animal. Pour d'autres, dans d'autres cosmogonies, avant de prendre une forme humaine, eh bien, nos existences, nos âmes, occupaient des animaux. Ou même ceci dans un cadre évolutif. Avant que l'homme n'existe, il y avait d'abord uniquement que des animaux, ce qui d'ailleurs n'est pas entièrement faux sur le plan évolutionnaire scientifique. Et donc, avec ces trois différentes théories qui parfois cohabitent les unes avec les autres en fonction des croyances, eh bien, il y a cette notion que les animaux, soit parce qu'ils se sont enrichis des vies successives des humains, ont accumulé un savoir universel, soit parce qu'ils ont précédé les humains et qu'ils sont plus proches chronologiquement de la divinité, eh bien, ils ont encore ces bribes de savoir que nous avons perdues, soit, bénéficiant des instincts de ces animaux, ils ont une capacité de sentir et donc de prévoir et donc d'accéder à un savoir pour lequel nous avons perdu ces capacités et ces sens prédictifs. Voilà, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir, dans votre expérience de légiste, est-ce qu'il y a quelque chose de magique entre le corps vivant et le corps mort? Pour vous, est-ce qu'il y aurait un passage? Vous avez parlé tout à l'heure de l'œil carré. Oui. Est-ce qu'il y a une déformation comme ça dans le visage de quelqu'un qui vient de mourir, dans votre expérience? Et la deuxième chose que je voulais vous demander, est-on tous dans cette pièce en possibilité de sacralisation ou de désacralisation? Alors, je vais répondre à vos deux questions, merci. La première est une question bien médicale, mais pas de problème. Quelqu'un qui meurt, ses pupilles, sauf s'il a consommé certains types de stupéfiants, notamment des morphiniques, ses pupilles vont se dilater. Donc au moment de la mort, les pupilles se dilatent progressivement, et lorsque la mort s'installe déjà un tout petit peu avant, ce qu'on appelle un coma dépassé, les pupilles peuvent déjà être largement dilatées, et ensuite elles sont aréactives, et ensuite... Donc on a un visage qui est le visage d'un mort. Elles ne sont jamais carrées, hein, en l'occurrence, mais non. Donc il y a des signes de mort, il y a des lividités qui surviennent assez vite, il y a une rigidité cadavérique également, et non pas une diminution de la température corporelle, mais un équilibre du corps avec la température extérieure.
un cadavre sur la place centrale de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, il n'est pas froid, il est très chaud en l'occurrence, parce qu'il est chauffé il devient un corps inerte en fait. Et je vous encourage d'ailleurs pour la conférence d'après à retirer vos manteaux, parce que je sens qu'il va y avoir des malaises vagos ici. Donc sérieusement, vous retirez vraiment une couche, il commence à faire très très chaud. Ensuite, votre deuxième question était, est-ce que nous avons tous la capacité de sacraliser ou désacraliser ? Absolument, je suis intimement persuadé que non. C'est quelque chose qui s'apprend, et je ne prétends pas le faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur cette cuillère. J'ai demandé à un ami qui est Oungan, prêtre vaudou, du vaudou haïtien, de le faire pour moi. D'accord ? Même si moi, je suis initié au vaudou, je suis initié au vaudou béninois, mais pas au vaudou haïtien. Ça m'ouvre des portes, au sens autant opératif que symbolique, là-bas, en Haïti, mais je ne connais pas tous les rituels du tout, bien loin s'en faut, dans le vaudou haïtien. Et donc c'est quelque chose qui s'apprend. On peut avoir une part innée, on peut venir d'une famille qui est déjà bénie des étoiles, si on peut dire, déjà éclairée, mais ensuite il faut évidemment faire un apprentissage au fur et à mesure, au risque, si on ne le fait pas, de mal faire, et du coup que le sort ne se retourne contre nous. Donc non. Bonjour, je voudrais vous demander, enfin une question naïve comme ça, en tant que médecin, comment ça se passe, enfin par exemple, lorsqu'on jette un mauvais sort sur quelqu'un, comment ça se passe au niveau physiologique, quoi, enfin bon, voilà, au niveau du cerveau, au niveau de la neuroscience, voilà. Alors j'en ai pas. Comment ça se passe quand on jette un mauvais sort sur quelqu'un ? J'aimerais bien pouvoir vous répondre, et ça peut marcher. Il y a deux choses différentes. La première, c'est une part, on va dire, de magie. Et ça, je ne peux évidemment pas l'expliquer. Je ne sais même pas si ça marche ou quoi que ce soit. C'est une part, rassurez-vous, la deuxième partie de la question va plus vous plaire que la première. Donc il y a une partie, on va dire, inexplicable, qui est une partie de magie. On envoie un coup de poudre, par exemple, à quelqu'un, on lui fait un mauvais œil, la personne, au tournant, va se faire écraser par un bus. Bon, ok, ça peut arriver. Il ne faut pas le faire, bien sûr. La deuxième chose, il y a une part de suggestion. Mais vous allez voir, ce n'est pas du tout négatif ce que je vous dis, il y a une part d'impressionnabilité qui est extrêmement importante. Juste un exemple, puisque vous êtes la dernière question, je m'appesantis un tout petit peu et ensuite il faudra que je passe la parole à quelqu'un d'autre. Quand on envoie un mauvais sort à quelqu'un, en Haïti par exemple, quand on lui lance un sortilège, on ne va pas simplement se contenter de faire une poupée vaudou, de la planter sur un arbre qui pousse sur un tombeau et qui du coup est nourri par le sang des morts, pour que les morts deviennent ensuite les messagers infernaux et provoquent le mal chez la personne qui est visée, la cible, la future victime. Mais on va également prévenir celle-ci. On va lui dire par des signes indubitables, des pattes de poulet sur le seuil de sa maison, une trace de main sanglante sur la barricade de sa concession, et j'en passe et des meilleurs. Je dis on. Cette personne va être prévenue, je ne fais pas de magie noire, elle va être prévenue de ça. Et donc du coup, vous avez deux choses. Soit la magie toute seule qui va agir, soit, on peut y croire si on veut, soit une suggestion, et cette personne-là va noircir son âme et va avoir peur et va peut-être d'elle-même provoquer de mauvaises conséquences sur sa vie. Donc c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà. Merci beaucoup à vous.